Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux également d'être devant vous aujourd'hui. Mon bref parcours, moi j'ai commencé à l'inventaire en 1998 dans une région qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'elle est fusionnée, qui s'appelait la Picardie. Donc c'était l'inventaire qui était l'inventaire d'État, l'inventaire en DRAC. Donc j'ai connu l'évolution de l'inventaire, j'ai connu l'évolution de ses méthodes, de ses outils, de son cadre même. J'ai vu l'évolution aussi du métier de chercheur. J'ai vu aussi la création de nouveaux métiers, notamment les métiers consacrés à la médiation, à la documentation, valorisation aussi. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, et j'en suis persuadé encore aujourd'hui, que l'inventaire est un organisme vivant qui est capable d'adaptation. Alors le sujet qui était proposé, quelles enquêtes pour quel projet j'ai de territoire, c'est un sujet qui vous a visiblement beaucoup inspiré aussi lorsque vous vous êtes inscrit. Donc j'ai essayé de regrouper ça en 3 axes que je vais vous proposer systématiquement. Alain, s'il te plaît, la première slide. Donc la première notion, c'est une notion intéressante, celle de territoire. Alors j'ai marqué notion en mouvement parce qu'effectivement, la notion de territoire aujourd'hui nous semble évidente. Elle est presque synonyme d'inventaire aujourd'hui, mais cette notion, c'est une notion qui a beaucoup bougé. Le territoire, longtemps, c'était le territoire national, c'est-à-dire ce territoire qu'il fallait parcourir, qu'il fallait inventorier, effectivement, dont il s'agissait de faire la couverture et l'unité territoriale, l'unité d'études, comme l'a rappelé Marceline tout à l'heure, c'était ce découpage administratif un petit peu abstrait qui était le canton. J'ai connu, moi encore, un canton comme aire d'études, c'était une unité commode qui pouvait être couverte en quelques années par un chercheur. Mais pour autant, ce découpage aussi abstrait qui pouvait paraître, c'est là que se sont expérimentés pour autant les méthodes d'inventaire, l'inventaire fondamental d'abord, l'inventaire topographique après, donc vraiment l'inventaire attaché au lieu, c'est ce qui a défini l'inventaire à l'origine. Cette notion-là, peu ou prou, a subsisté longtemps et je pense que le tournant territorial de l'inventaire est arrivé vraiment avec le transfert des services aux régions, tout simplement parce que l'inventaire est devenu une compétence territoriale en 2007 avec le transfert, un domaine d'intervention des régions parmi d'autres domaines de politique territoriale. Je rappelle que les régions sont chefs de file pour les politiques d'aménagement du territoire, et les régions à ce moment-là ont pu aussi favoriser, c'était le cas déjà mais ça s'est accentué, des partenariats avec les territoires et notamment ces fameux territoires de projet qui avaient été promus par les lois de 99, donc les lois Voynet sur les pays et la loi Chevènement sur les intercommunalités, donc qui ont créé ces territoires de projet auxquels on peut d'ailleurs ajouter les parcs naturels régionaux. Donc ce sont des territoires qui effectivement ont été le cadre d'opérations sur l'inventaire, mais qui sont devenus aussi les acteurs de ces actions-là, à la fois objet et sujet des opérations d'inventaire. Donc je crois que nous représentons ici un panel assez large effectivement de territoires, que ce soit les territoires régionaux, départementaux, les pays, les villes d'art et d'histoire. Donc effectivement vos témoignages seront précieux sur la façon dont vous vivez au quotidien l'inventaire. La deuxième notion effectivement que j'avais retenue, Alain s'il te plaît, je t'en prie, donc le périmètre élargi effectivement de l'inventaire, de nouvelles approches qui se sont fait jour petit à petit, notamment à partir des années 80, des inventaires thématiques, voire topothématiques, c'est-à-dire donc toujours avec un lien avec le territoire, patrimoine industriel, les études urbaines, la villégiature, plus récemment les territoires de l'eau qui sont chers à Virginie Cernin, également changement de paradigme effectivement avec des limites chronologiques repoussées. Aujourd'hui effectivement on embrasse un patrimoine de plus en plus actuel, donc avec des problématiques et des enjeux plus actuels aussi. Une évolution, comme on l'a dit lors des précédentes interventions, évolution aussi de la notion de patrimoine dans ce cadre-là. Et enfin aussi, ça avait été déjà un des sujets de réflexion autour du colloque de 2014, qu'on appelle les nouveaux champs d'inventaire,
Alors, nouveau champ d'études, mais surtout nouveau champ de pensée, c'est-à-dire le paysage avant tout. Le paysage, effectivement, cet environnement aujourd'hui qui embrasse effectivement l'ensemble du patrimoine. Qui dit territoire dit forcément cette notion de paysage aussi un petit peu plus développé, et le paysage aujourd'hui, on sait qu'il intervient assez facilement dans la définition des aires d'études aussi. Autre champ effectivement important, c'est celui qui regroupe les pratiques, les usages, les savoirs et les savoir-faire, qu'on regroupe de façon commode, mais peut-être parfois un petit peu abusive, sous la notion de patrimoine culturel immatériel, PCI. Donc ce sont à chaque fois de nouveaux regards, ce sont de nouvelles disciplines. Comment est-ce qu'on articule ça avec l'inventaire? Je pense qu'il y aura de nombreux témoignages sur cette question-là. Et enfin, effectivement, l'ensemble de ces changements-là introduit de nouvelles échelles concernant la méthode et concernant les opérations au moins. Et cette notion-là envoie en creux, effectivement, une question qui a été posée, que je trouve intéressante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on reprend des études anciennes qui ont été faites, bien entendu, qui ont été menées selon des méthodes différentes, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on reprend exactement. Donc là, il y a un vrai sujet aussi. Et enfin, la troisième orientation, effectivement, c'est les approches et les finalités. L'inventaire, on le sait, c'est une ressource pour la connaissance du territoire à travers le patrimoine, et c'est aussi cette notion d'appropriation par les habitants et les acteurs, et ces notions, et ce sont les représentants des territoires eux-mêmes qui le disent, ces notions de citoyenneté, de transmission, auxquelles ils sont très attachés lorsqu'ils mènent une opération d'inventaire. Pour eux, c'est vraiment de restituer et de s'approprier cette notion de patrimoine sur leur territoire. Un outil pour l'aménagement du territoire, donc des données qui ont servi et qui servent encore pour les documents d'urbanisme, les PLU, les PLUI, les SCOT. Et pour cette notion de SCOT, donc schéma de cohérence territoriale, ce qui est intéressant, c'est que certains territoires, qu'il s'agisse de pays, d'intercommunalités, s'emparent non seulement de cette notion, de cette obligation de SCOT, mais aussi sont l'objet d'opérations d'inventaire, donc ce qui montre bien qu'effectivement les deux peuvent être liés à l'échelle territoriale aussi. L'inventaire, bien sûr, c'est une expertise dans la chaîne patrimoniale pour la protection, alors qu'il s'agit de protection d'espace avec les SPR ou d'édifices protégés au titre des monuments historiques, et effectivement un rôle dans la labellisation également, ville et pays d'art et d'histoire, petite cité de caractère, architecture contemporaine remarquable. J'ai ajouté cette idée-là aussi de révélateur du quotidien, parce qu'en même temps que j'ai préparé cette intervention, je préparerai l'intervention de demain sur les lycées aussi. Et quand on travaille sur les lycées, ce qu'on s'efforce aussi de faire, c'est d'intégrer une dimension patrimoniale dans la gestion de ces édifices-là. Donc effectivement, est-ce que cette notion-là, est-ce que cette priorité-là pourrait être portée sur d'autres types de patrimoine? Donc l'idée se lance pour ça. Effectivement, est-ce qu'on a un rôle à jouer dans cette mission-là? Vous y répondrez peut-être. Et enfin, effectivement, ça rejoint les préoccupations de certaines régions, notamment de la région de Bretagne, donc la démarche participative à l'inventaire. Cette démarche qui rejoint effectivement cette notion de droit culturel liée à la Convention de Faro de 2005, mais pas que. Et la question qui se pose aussi pour ça, c'est quels intervenants, quelles méthodes aussi mettons en place pour ce type de démarche. Donc voilà quelques-unes des pistes, des missions qui étaient lancées. La parole est à vous maintenant. Vous êtes accablé déjà? Qu'est-ce que ça sera cet après-midi? Ah, encore, toujours la même qui se dévoue. Oui, mais c'est parce que pour le coup, il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Frédéric qui résonnent avec des choses que je vois régulièrement et que je vais voir pas plus tard que demain. Puisque je suis membre de la première section de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture depuis 2 ans, donc la section qui classe qui
qui rend un avis sur les propositions de périmètre, je vais y arriver, de sites patrimoniaux remarquables. Et alors, c'était pas le cas à la dernière commission en novembre, mais c'était le cas pour celle d'octobre. 3 des dossiers, alors j'ai oublié les communes concernées, il y en avait en Occitanie, je me rappelle. Les 3 dossiers présentés s'appuyaient sur des travaux d'inventaire récents, par le biais de partenariats récents ou plus anciens. Et chacune des sociétés chargées de faire l'étude saluait la richesse des données d'inventaire et le confort que c'était pour eux de pouvoir arriver sur un terrain où l'inventaire était déjà passé, y compris même un peu anciennement, à une époque où on s'arrêtait assez tôt dans les bornes chronologiques sur les études. Et c'est vrai que en entendant Frédéric, je me demandais si aujourd'hui on avait... parce que j'ai aussi vu le cas de porteurs de bureaux d'études qui arrivaient sur un territoire, en plus, alors c'était notre territoire régional, où il y avait quand même, alors il y avait une étude thématique, mais qui existait, et dont ils n'avaient absolument pas connaissance. Peut-être, alors c'était un petit peu ancien, et c'était au début où j'y étais, et Pop est encore relativement récent, les gens n'ont pas encore toujours, alors ça doit être un peu moins vrai maintenant, mais ils étaient habitués à Mérimée et Palissy, qui étaient difficilement utilisables. Et donc, du coup, je me demandais aussi dans quelle mesure on pouvait faire connaître nos travaux d'autres professionnels du patrimoine, au-delà, mais qui sont aussi des intervenants sur le territoire. On pense à la formation des architectes du patrimoine à Chaillot, par exemple. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas sûre que pendant leur formation initiale, mais de la même manière, et je crois que je ne serai pas contredite, quand on fait une formation universitaire en ayant une vocation sur le patrimoine, l'inventaire général, en fonction des régions, c'est très variable, mais potentiellement n'est qu'évoqué en passant quand il est évoqué tout court. Et c'est vrai qu'on gagnerait aussi pour le développement du territoire à essayer de se faire mieux connaître, en tout cas de rendre nos travaux encore plus visibles. Là-dessus, il y a une certaine hypocrisie aussi quand même, il faut dire les choses comme elles sont. Je pense quand même qu'on sait très bien que quand une commune ou une intercommunalité veut démarrer un projet de SPR, elle le fait en liaison avec la DRAC, c'est la procédure. Alors à la DRAC, ça peut être, suivant les DRAC, je ne sais pas exactement comment ça se passe ailleurs, mais il y a un service des espaces protégés, ou alors c'est la CRMH qui gère le truc. Voilà. L'architecte qui est recruté par la collectivité, s'il ne connaît pas l'inventaire, on se garde bien de lui en signaler l'existence. Hein. Bon. Alors, évidemment, on peut se dire c'est notre faute, c'est notre grande faute, maxima culpa, etc. Mais je crois que sur la question des études préalables de SPR, je crois que les DRAC sont un peu négligentes quand même. Il y a des mains au fond. S'il vous plaît. Ah, je vois pas parce que j'ai la lumière du projecteur dans les yeux. Alors, bonjour. Je suis Anthony de Guilly. Moi, je représente le département du Val d'Oise. On a la mission de l'inventaire du patrimoine bâti au niveau du département. Donc, ma collègue qui est dans la salle et moi, on s'occupe de tout sauf des MH. La mission MH et CAOA est réservée à nos collègues de la culture. Nous sommes rattachés à la direction des archives départementales et c'est une très grande chance pour nous et pour tout le monde, puisque notre directrice a toujours souhaité que les données de l'inventaire du patrimoine soient assimilées à toutes les ressources archivistiques. Donc les remontées se font au sein de notre logiciel d'archives et les dossiers de l'inventaire et du pré-inventaire ont été numérisés, mis à disposition de tout à chacun sur le site des archives départementales.
Depuis mon arrivée en poste en 2022, on essaye de créer du réseau, et non seulement au sein du département, donc on travaille en particulier avec nos collègues des territoires et de l'habitat pour donc rendre nos avis sur les PLU, PLUI, et justement faire profiter des ressources de l'inventaire, des ressources des archives, et montrer que voilà, tout ça, ça fonctionne comme un gros système de ressources, et qu'on ait des partenaires forts et qu'il faut absolument qu'on se fasse connaître. Donc c'est notre grande ambition de pouvoir créer à l'échelle du département et de nos collègues les plus proches un réseau où on pourrait collaborer davantage tous ensemble, puisqu'on le voit avec ceux de la région Île-de-France avec qui on a pu commencer de discuter. Nos forces s'affaiblissent, les équipes se restreignent, les budgets, c'est peau de chagrin. Donc, il faut absolument qu'on élargisse nos forces vives de manière à ne plus travailler en parallèle sur les mêmes territoires, sur les mêmes sujets, et mieux travailler tous ensemble. Bonjour, Judith Kagan, sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux. Je vais reprendre certains de vos éléments. La formation des architectes, d'une part. Effectivement, il y a plusieurs formations pour les architectes qui vont travailler sur le patrimoine, et en particulier qui vont faire ces études. En tout cas, pour l'école de Chaillot, le DSA a été très profondément remanié, et tout ce qui est source et documentation fait pleinement partie de leur formation. Je ne saurais trop vous inciter la mission à prendre contact avec l'Association des architectes du patrimoine, présidée par Christian Laporte actuellement. Et s'il doit y avoir des liens, ils peuvent se faire par ce biais-là sans faute. Nous venons d'achever le concours d'accès au corps des architectes en chef des monuments historiques, et nous avions établi une bibliographie détaillée, et les travaux de l'inventaire y font part. Je sais que mes collègues du bureau des sites patrimoniaux et du patrimoine mondial travaillent à un cadre type de marché pour les études en vue des SPR. Et là encore, la mission pourrait se rapprocher de Roland Peltekian et Marie-Christine Nardin pour voir comment véritablement bien indiquer la nécessité de faire un état des lieux et de faire un état de l'art et de tout ce qui est disponible quand on lance une étude. Ça peut être aussi un point éventuellement d'amélioration. Selon les DRAC, vous savez que ce sont des conseillers architecture, AUE, ou des services dédiés, ou effectivement, comme le disait Marceline, les CRMH qui font tout ça. Mais ça serait très 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 triste qu'en 2024 on en soit encore à ignorer les travaux qui sont déjà réalisés sur le terrain. Je n'ose y croire. Et dernier point, nous sommes en train de finaliser, je dis en train, mais ça fait longtemps qu'on l'a en chemin, la mise à jour d'un guide pratique qui s'appelle Ressources pour les chantiers monuments historiques. Et Isabelle Duhaut a contribué à sa relecture, et bien entendu nous mettons en valeur les ressources de l'inventaire pour pouvoir s'y référer. C'est la norme pour moi, c'est même plus un sujet de discussion. Voilà. Merci. Et puis, dernier point, j'en profite puisque j'ai le micro, pour reprendre la visibilisation de la recherche. J'ai signalé à mes collègues que nous sommes dans une stratégie de la recherche du ministère de la Culture qui s'achève en 2027. Nous sommes quasiment à mi-parcours, et je ne saurais trop nous encourager nous-mêmes à faire en sorte qu'on puisse mettre en œuvre cette stratégie de la recherche qui passe par la visibilisation des travaux des chercheurs que nous sommes tous, même si on est parfois dans les bureaux de l'administration centrale. Et dernier point, il est important de participer à la vie associative. Tout à l'heure, Claude Laroche parlait de l'association des historiens de l'architecture, mais il y a une association qui est prête à vous accueillir. Vous êtes plusieurs à en être membres ici présents. Le Comité français d'histoire de l'art, créé en juin 1964 par André Chastel, donc les mêmes fonds baptismaux, les mêmes parrains, entre guillemets, et qui a l'intérêt de mêler, et c'est très important, les métiers autour de l'histoire de l'art, puisque tous les universitaires, chercheurs, membres du CNRS viennent dans cette association, et évidemment nous sommes très désireux d'y accueillir le plus de professionnels du patrimoine sur le terrain. Merci. Ouais. Je peux
prendre la parole, ouais. Alors j'ai perdu un peu le fil par rapport à tout à l'heure, mais quand même, je voulais juste dire que l'intégration des données, effectivement, dans les documents d'urbanisme peut être justement un moyen de rentrer par la fenêtre, a fortiori en regard des stratégies et des enjeux d'aujourd'hui, des enjeux d'aménagement, la loi ZAN, etc. Donc, on avait au départ une aide pour encourager les inventaires sur les territoires labellisés. On s'est rendu compte que ça favorisait plutôt les territoires qui avaient déjà été largement labourés par l'inventaire depuis des années et qui avaient des territoires qui étaient vierges. Et en rentrant par une aide, en encourageant des inventaires couplés avec les PLU et PLUI, ça permettait d'investir de nouveaux territoires. Alors peut-être qu'Alain pourra compléter, Alain Blot-Genouvrier, en termes de données intégrées là-dessus sur des histoires de tuyauterie informatique que je ne maîtrise pas et qu'il maîtrise beaucoup mieux que moi. Mais voilà. Et puis, on pourrait aussi parler du participatif, mais je pense qu'il y a un sujet qui ici invite davantage cet après-midi, donc on reviendra peut-être plus là-dessus pour faire le lien, puisqu'on est très engagé effectivement sur ce territoire-là, sur ce terrain-là. Pardon. Et si juste quand même ressouligner quand même cette notion d'appropriation, enfin Marceline citait des textes un petit peu anciens. Moi, pour les 60 ans, comme j'ai eu le plaisir de faire une conf à Carhaix sur les 60 ans, là où tout a commencé, et une autre à Gourin il n'y a pas très longtemps, je suis replongée aussi dans les introductions des premiers cahiers, notamment du cahier de 1969, qui est la première publication de l'inventaire. Et le texte introductif est vraiment très riche par rapport à ça, justement sur cette notion et sur l'invitation à l'appropriation par les habitants pour véritablement porter quelque chose de durable en matière de lecture du patrimoine et de reconnaissance de la valeur patrimoniale des biens, quoi. Voilà. Laurent Poupard, inventaire Bourgogne-Franche-Comté. Je reviens sur cette notion de territoire parce qu'elle a une dimension opérationnelle en ce moment qui pose problème. C'est-à-dire, lorsque l'on regarde la création de l'inventaire, l'unité qui avait été prise comme base à l'origine était le canton. Alors, unité effectivement tout à fait intellectuelle, on pourrait dire, même si au bout de 2 siècles, il a pu, dans certains endroits, accueillir une vraie profondeur historique et surtout une organisation qui en faisait une unité territoriale indépendante, je dirais. Mais cette unité-là n'existe plus. Et le problème qui se pose à nous actuellement en Bourgogne-Franche-Comté, mais je pense dans les autres régions, c'est d'arriver à trouver quelle est la bonne unité territoriale pour faire une étude, si l'on veut maintenir du topographique. Et on est en plein dans ce sujet-là actuellement, à se demander si il faut parler de pays, de communauté de communes. On a eu un exemple avec une communauté de communes ou un pays, je ne sais plus la définition exacte, qui faisait une 60aine de communes. C'est-à-dire quelque chose d'assez gros et donc qui n'est pas facilement maîtrisable en termes de temps. Donc, quelle autre unité peut-on avoir, peut-on trouver pour arriver à mener une étude sur un fond qui se tienne à peu près, qui a un minimum de cohérence, de cohésion, mais également dans des délais qui soient des délais raisonnables. Et ça, pour l'instant, on n'a pas la solution. Et ce que l'on voit, c'est que c'est une adaptation au cas par cas à essayer de trouver ce fil directeur pour ces futures études. Juste, si je peux me permettre d'intervenir une petite seconde, je profite, je suis à la tribune, mais pour répondre directement à Laurent Poupard sur cette dimension du choix, le bon choix de territoire. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans le cadre d'une recherche appliquée au territoire et je crois véritablement que le territoire qui s'impose, c'est le territoire de projet. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Quand j'étais étudiant, que je faisais, c'était pas encore un master à l'époque, c'était un mémoire de maîtrise, je travaillais sur un territoire et je passe
200 pages de ce mémoire d'occupation du sol a expliqué la cohérence du territoire que j'avais choisi, cohérence historique, la profondeur historique quasiment depuis l'Antiquité au Moyen-Âge, à l'époque moderne. Donc c'est une très forte dimension historique à étudier, à investiguer. Tout ça pour arriver à la conclusion et de dire que finalement, ce territoire tout à fait cohérent que j'avais étudié, finalement, c'était le périmètre que je pouvais faire à bicyclette quand j'étais enfant. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais territoires, mais je crois par contre qu'il y a... il faut paramétrer l'action de l'inventaire, la manière de mener nos opérations en fonction du périmètre qui est choisi, que ce soit des périmètres très vaste, des plusieurs dizaines de communes parfois, ou une seule commune. Voilà, il faut paramétrer cette réponse de l'inventaire au projet. Aujourd'hui, je crois que c'est la réalité de l'inventaire, c'est la réalité des partenariats, c'est la réalité des demandes des partenaires. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je me permets aussi d'intervenir. Parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi va servir l'inventaire quand... Parce qu'en fait, quand on commence une étude, on ne sait jamais à quoi ensuite les élus vont l'utiliser. Qu'est-ce qui va être décidé une fois qu'on aura terminé l'enquête, qu'on aura livré des résultats, un ensemble de dossiers, peut-être des publications, etc. Comment la société va-t-elle s'emparer de notre travail pour l'utiliser au service du territoire, au bénéfice des habitants, pour une valorisation, pour se lancer dans autre chose. Parce que finalement, l'inventaire, ce n'est pas un objectif en soi, ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui est, à mon sens, un tremplin pour aller au-delà. Par exemple, on a parlé de l'échelle absolument accablante des intercommunalités de maintenant. Je suis complètement d'accord, c'est un véritable problème. Si je prends une intercommunalité de plus de 40 communes, et en plus, quand on dit une commune, on sait très bien qu'en Picardie, la superficie d'une commune, ce n'est pas du tout la même que celle qu'on a, nous, dans les territoires désertiques du sud de la France, au sud du Massif central et dans les Alpes aussi. On a des communes qui sont gigantesques, donc, et il y en a des dizaines et des dizaines comme ça, des déserts humains. Donc, si je prends un territoire de ce type-là et que je dis il est trop vaste, plus de 40 communes, j'ai une équipe réduite, je ne vais pas pouvoir faire un inventaire, je vais pas faire une étude d'inventaire, je vais faire un inventaire rapide, je vais faire, je ne sais pas moi, un diagnostic. Bon, bref. Comment je vais arriver à faire ça, sachant qu'il est possible que ce choix stratégique me coupe de possibilités d'utilisation et de déclinaison de l'inventaire après. Si je fais un inventaire rapide, que je ne vais pas au fond des choses, que j'y passe pas 10 ans, eh bien, au bout des 10 ans, je ne pourrais pas dire au territoire, voilà, moi, ce que je vous préconise maintenant, c'est que vous allez vous engager dans une démarche de labellisation Pays d'art et d'histoire et que vous allez faire ça parce que vos points forts, on les a trouvés, on les a remis en valeur, on les a remontés des profondeurs et c'est ça, ça, ça et ça. Je sais très bien que entre un inventaire topographique rapide, on va appeler ça comme ça, vous voyez à peu près ce que c'est, et un inventaire approfondi, on ne ressort pas les mêmes résultats. Ça, c'est pas possible. Et comme on n'a pas les mêmes résultats, on ne peut pas déboucher après sur d'autres suites à l'inventaire, d'autres systèmes de valorisation. On a parlé tout à l'heure des SPR. Pour certains SPR, ce que les architectes chargés d'études adorent, c'est d'avoir un repérage à la parcelle sur la totalité de la ville ou du centre-ville ou du secteur, parce que eux, ils ne le font pas. Ils ne le feront jamais. Quel que soit le montant du marché, ils ne le feront jamais. Nous, on peut le faire parce qu'on a le temps. Et pourquoi est-ce qu'on a le temps? Parce qu'il faut qu'on se le donne. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des fois des décisions qui sont à prendre dans comment je vais conduire cette enquête, où je vais et qu'est-ce que je vais y mettre comme moyen, qui sont effectivement très très difficiles à prendre. Mais je pense qu'on peut pas être toujours dans le pragmatisme du moment. Je crois qu'il faut aussi voir qu'on ne peut pas proposer ensuite au territoire
les mêmes perspectives, suivant les méthodes qu'on a suivies pour faire l'enquête. Alors, pardon. Il y a une question. C'était pas une question. Ah bon, pardon. Bonjour, Cécile Lestienne, service du patrimoine culturel, département de la Seine-Saint-Denis. Je voulais juste rebondir. Merci déjà Frédéric pour l'ensemble de ces questions balayées, parce que je pense que ça soulève beaucoup d'enjeux qu'on partage au Conseil national, notamment chaque année ou plusieurs fois dans l'année, et qui résonnent aussi beaucoup avec... Alors je ne sais pas si le territoire départemental est un territoire d'expérimentation, mais je pense que c'est le cas, parce que je rebondis aussi sur ce que disait Anthony tout à l'heure, parce qu'on peut peut-être fournir à l'échelle du département, alors en tout cas de mon département, la Seine-Saint-Denis, j'ai la chance de travailler dans une équipe pluridisciplinaire, avec une équipe d'archéologues qui intervient dans le cadre de missions d'archéologie préventive, mais aussi une équipe de chercheurs de l'inventaire qui travaille très bien d'ailleurs avec le service de la région Île-de-France. Et depuis 2 ans, nous avons une extension du périmètre de nos missions avec l'intégration des missions patrimoine culturel immatériel. Et donc là, l'idée est de proposer dans les années à venir des projets, en tout cas d'études sur le territoire de la Seine-Saint-Denis qui seraient menés dans une approche assez, ce que j'appelle à 360 degrés, c'est-à-dire de prendre un objet d'étude. Alors, territoire de projet, territoire d'études, je ne sais où arrêter la sémantique, mais en tout cas, au niveau de notre département, on veut vraiment tenter cet essai d'un regard pluridisciplinaire sur un objet ou des objets patrimoniaux. Et là, à titre d'exemple, on aimerait tenter quelque chose sur le patrimoine du cinéma en Seine-Saint-Denis qui aborderait aussi bien tout ce qui a trait au lieu de production industrielle du cinéma en Seine-Saint-Denis, mais aussi les objets, le patrimoine culturel immatériel, parce qu'on a la chance d'avoir des associations très engagées sur la pratique du cinéma argentique, qui est une pratique qui était en voie de disparition. Donc on a cette dimension PCI et de pouvoir le mener à terme. Alors après, se pose la question des outils, de la méthode. Tout cela, on va le faire aussi et le cadrer. Et on espère pouvoir faire des retours peut-être à ce niveau d'assemblée à un moment donné sur cette expérimentation. En tout cas, cette échelle départementale nous permet ce type d'expérience. Et deuxième point, par rapport notamment sur l'aménagement du territoire, je ne sais pas si vous l'avez abordé en début de matinée, mais c'est les liens avec l'archéologie du bâti, qui est quand même un enjeu très très fort qui commence à poindre. Donc nous en sommes tout à fait conscients au niveau de mon service en Seine-Saint-Denis, vu qu'on a un responsable d'opération qui est habilité pour l'archéologie du bâti. Et il y a une forte demande de la part des archéologues du bâti, notamment au sein de l'Association nationale des archéologues de collectivités territoriales, de mettre en place une carte de l'archéologie du bâti qui donnerait lieu à de la prescription aussi de ce type, parce que pour le moment, au niveau méthodologique, c'est assez modeste, on va dire, par rapport à ça. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu aussi pour les services régionaux d'inventaire et pour tous les services qui créent de la connaissance de ce type, de pouvoir rejoindre, à mon avis, les réflexions et les avancées de nos collègues archéologues sur cette dimension. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Gaëlle Potier, je travaille au Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Je voulais essayer de témoigner sur l'approche expérimentale que l'on a au sein des parcs naturels régionaux, puisque les parcs sont effectivement reconnus comme territoires d'expérimentation. Et je mène une mission un petit peu particulière d'inventaire croisé des patrimoines. Je travaille pour la dimension bâtie avec mes collègues de la région qui sont à mes côtés. Mais on apporte, du fait de notre équipe pluridisciplinaire, un éclairage aussi sur les éléments de paysage et la dimension immatérielle. Et notamment pour la délimitation des aires d'études, on s'inscrit dans le grand paysage et on s'est appuyé sur les unités paysagères qui ont été définies dans l'Atlas des paysages rédigé par l'ADREAL dans les années 2010. On prend en compte également, lors de nos études topographiques, les éléments de paysage que l'on dit associés au bâti, et donc qui apportent des informations qualitatives sur le cadre paysager qui environne le patrimoine bâti. Et tout ça permet en fait justement de donner une dimension opérationnelle à nos opérations d'inventaire, puisque donc je travaille en lien étroit avec ma collègue qui est chargée de l'urbanisme, et on se met en relation avec
les collectivités qui ont des plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration. Ça permet aussi, par exemple, d'apporter du contenu. On a une ABF dans l'Eure qui redessine les contours des abords des monuments historiques, et donc les données de l'inventaire bâti et des éléments de paysage peuvent effectivement servir de support pour délimiter ces périmètres. On a eu sur une opération d'inventaire qui concernait une cité-jardin, la cité-jardin du Tré, une intégration de quartiers d'habitation qui avait été étudiée dans le cadre de cette opération dans le plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen. Voilà, c'était pour témoigner de ces dimensions, aussi sur la dimension patrimoine immatériel. On ne mène pas vraiment d'études PCI, mais en fait, on a une action qui permet d'explorer un peu quand même cette dimension-là, puisqu'on mène des collectes de mémoire orale que l'on axe sur des thématiques qui ressortent du territoire qu'on a préalablement étudié sous l'angle du bâti ou du paysage. Merci. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour, Théodora Jaracé-Raquillet, du service inventaire région Grand Est, chargée d'études ou chercheuse, comme vous voulez. Moi, ça a bousculé pas mal ces échanges, ils sont extrêmement intéressants et je trouve qu'ils posent aussi beaucoup de questions. Et moi, je vais peut-être me positionner un peu plus en nouvelle génération de ce territoire de la Champagne-Ardenne, qui est un des plus petits services de France pendant très longtemps, et qui aujourd'hui en fait souffre encore d'un certain nombre de territoires qui n'ont pas été explorés. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de questionnements autour de qu'est-ce qu'on va faire demain, comment on peut faire autrement, comment on peut s'attacher aux opportunités de projets. Mais je pense que les régions doivent absolument conserver une mainmise de ces choix et pas que de l'opportunité de projets qui peuvent se présenter à travers les partenariats qui sont évidemment extrêmement importants, mais aussi de garder une certaine mainmise pour explorer des territoires qui ne l'ont pas été. Parce que plus petit service pendant très longtemps, on a aujourd'hui beaucoup de terrains en Champagne-Ardenne qui n'ont pas fait l'objet d'études inventaires, contrairement à certains territoires qui ont pu faire l'objet d'inventaires préliminaires beaucoup plus poussés. Et à force de partenariats d'opportunités, on peut se retrouver à ne pas du tout les étudier, à les laisser de côté. Et c'est quand même le rôle premier de l'inventaire aussi d'aller sur ces territoires. Et comme témoignage aussi, pour rebondir sur ce que disait Marceline Brunet, sur la définition, sur les opportunités et sur les échelles, on est en train actuellement, alors on a la chance de pouvoir avoir un service civique qui est à côté de moi aujourd'hui, Chloé, qui se penche sur un état des lieux pour une opportunité de lancer une étude sur le patrimoine du Champagne, avec la mission Coteaux, maison et cave de Champagne. Mais là, on parle quand même d'une étude qui va concerner 320 communes, 5 départements et 3 régions. Et ça, c'est un vrai sujet sur comment on arrive à faire une proposition qui est cohérente et qui est réalisable, qui est faisable. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? C'est aussi un sujet, mais c'est politique. Donc, a priori, on y va. Mais comment on peut répondre à ça sans se mettre dans une usine à gaz complète? Ouais. Question ? 2 minutes. Encore une question. Bonjour, donc Alain Blot-Jeune-Ouvrier, je suis donc responsable des outils numériques et développement au sein de l'inventaire Région Bretagne. Je ne vous parlerai pas de GLAD, rassurez-vous. En fait, j'ai trouvé l'intervention de Claire Seimer tout à fait intéressante et je voudrais revenir là-dessus pour faire le lien avec la notion de territoire. Juste par rapport à ma modeste expérience, je dirais qu'il y a un triptyque très intéressant pour pouvoir donner une visibilité encore davantage à l'inventaire. C'est adaptation, ça c'est essentiel, accompagnement, et permettre également de pouvoir transmettre. Et dans le terme transmission, il y a énormément de choses qui viennent avec la notion d'innovation.
Moi, j'avais juste une question. C'est est-ce que vous pensez aujourd'hui que le service de l'inventaire répond à ces 3 notions afin, puisque la notion de réseau a été abordée, est-ce que j'ai très bien aimé, j'ai aimé l'intervention de Claire dans la mesure où la notion même de connaissance n'est pas liée uniquement qu'aux chargés d'études ou aux chercheurs, effectivement, comme vous le souhaitez, mais aussi par rapport aux acteurs du territoire. Et en l'occurrence, il n'y a pas de connaissance de 2e niveau. Et ça, c'est pour moi très important de le souligner. Ce sont des personnes qui ont des sachants, qui ne font pas partie de l'inventaire, mais qui connaissent très bien leur territoire, qui connaissent leur patrimoine. Et sous forme de questions, et je vais m'arrêter là, comment l'inventaire va faire ou arrive à faire, à travers ses outils et sa méthodologie, leur donner la possibilité de s'exprimer. Et donc là, si je comprends bien, il faut qu'on réponde tout de suite. C'est ça? Je pense quand même que c'est vrai que c'est un enjeu, et puis l'enjeu de l'adaptation, de l'évolution. Parce qu'effectivement, on a cette méthodologie qui est notre socle. Et en même temps, il faut savoir faire, la conserver, parce que c'est la spécificité de notre démarche. Et en même temps, voilà, l'adapter à des enjeux. Après, l'inventaire a toujours été soucieux de cette écoute et de ce partage avec les bénévoles. Quand on revient aux origines de l'inventaire, on a des enquêtes participatives, on a commencé avec des associations, on a commencé aussi avec des universitaires. Donc cette approche-là partagée, elle fait partie de l'inventaire. Aujourd'hui, je pense aussi il y a un besoin social, effectivement, en termes de patrimoine, et il se formule peut-être différemment que dans les années 60. Et donc, il faut trouver, en termes d'outils, c'est sûr, des choses qui soient aussi plus accessibles, moins peut-être difficiles à mettre en œuvre pour les partenaires, pour les citoyens. Et voilà, on y travaille, et vous y travaillez en Bretagne. Donc, mais il y a encore du chemin à faire, c'est sûr. Moi, je pense qu'on exagère peut-être un petit peu trop le côté nouveau du participatif. Parce que finalement, Claire le disait bien, comment Inventaire a démarré à l'époque où il n'y avait pas de commission régionale, où il n'y avait pas de chercheurs, où le concours de conservateur de l'inventaire n'existait même pas. Je rappelle quand même que sa création est très récente à l'aune de l'existence de notre service. Et donc, allez dans vos centres de doc, ouvrez les classeurs verts et regardez ce qu'il y a dedans. Et il y a dedans, je pense, entre 60 et 70% de dossiers qui sont du pré-inventaire bénévole. Donc ça a été fait par... Alors maintenant, on appelle ça participatif parce que ça fait chic, c'est moderne, voilà. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Ce sont des bénévoles, ce sont des gens qui sont soit des érudits, des sachants, comme on dit maintenant, des savants. Moi, je préfère le mot savant, dans leur territoire, dans leur ville, dans leur village. Ou alors des gens qui étaient dans des associations. Je sais s'il y a des quantités d'associations d'amoureux du patrimoine, et c'est tant mieux. Et ça marchait comme ça à l'inventaire. Il y avait des commissions départementales qui étaient réunies sous, en général, la présidence du directeur des archives départementales, et qui réunissaient les principales associations patrimoniales, qui réunissaient aussi des personnalités qualifiées, comme on dit. Il y avait des universitaires, mais il y avait aussi des présidents d'associations prestigieuses, la Société savante de ceci, l'Académie de cela, etc. Et on envoyait sur le terrain ces bénévoles volontaires, passionnés, qui connaissaient tout très bien, qui entraient partout, parce que comme ils étaient cousins avec la moitié du canton, il n'y avait pas de problème d'ouverture de porte. Ils faisaient des photos, ils remplissaient des fiches qu'on leur avait préparées spécialement, certaines couleurs, très moches d'ailleurs. Bon. Mais voilà, et pendant ce temps-là, petit à petit, les services se sont mis en place. On a recruté des chercheurs
académique, voilà, on va appeler ça comme ça. Puis ensuite, il y a eu le concours, patati patata. Et pendant quelques années, qui ont été, à mon avis, assez intéressantes et très prolifiques, les deux systèmes ont coexisté. Vous aviez les équipes de chercheurs et en même temps, vous aviez les commissions départementales ou la commission régionale qui se réunissaient et vous aviez des tonnes et des tonnes de fiches de pré-inventaire qui arrivaient, voilà. Je sais que je dépasse. Il va falloir modérer la modératrice. Je vais modérer la modératrice. Bref, donc je vous laisse méditer ça et je vous conseille beaucoup d'aller regarder dans les classeurs verts. Donc pour terminer la matinée, mais tu m'avais dit que je pouvais donner mon avis aussi, donc j'en profite. Pour terminer la matinée, on va faire un focus sur un sujet de recherche particulier, donc le patrimoine religieux à l'inventaire. Et c'est Maïna Masson qui va nous faire cet exposé. Et donc, nous accueillons... Alors, je reste à la table, puisque bon, je continue de modérer.